toutes et à tous. Alors, je pense qu'on a quelques personnes en ligne. On va commencer dans quelques secondes. J'attends de voir les personnes connectées. Donc, si vous êtes déjà là, je vous le rappelle, on fait un live aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions. On va y répondre de la manière la plus honnête possible, avec les convictions de chacun. C'est un peu l'intérêt de ce live. Donc Emma, qui est avec nous, va me dire à quel moment on va démarrer. Déjà, je voudrais vous remercier d'être venu. Merci Chloé, merci Mathias, merci Mathieu que je vois beaucoup plus souvent. Oui, on a l'habitude de se croiser. On a l'habitude de se croiser. Donc pour ceux qui nous suivent un peu, donc Mathieu, mon associé et cofondateur de Honest. Mathias, que je connais bien aussi et que je suis depuis très longtemps avec beaucoup d'intérêt. Et Chloé, merci de nous avoir rejoints aussi. On se connaît depuis un peu moins longtemps, mais j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi et on est ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. J'attends le go pour commencer, donc prenez votre temps pour ceux qui nous écoutent. On va commencer et on me dit qu'on peut y aller. Bon. Alors, je vais reprendre un peu les remerciements déjà. Merci d'être là, merci d'être présent pour discuter d'un concept, d'un sujet qui fait quand même un peu jaser depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. La One Person Billion Dollar Company. C'est un peu partout dans les discours, dans la tech. C'était vu en France un peu comme quelque chose de... On va dire, c'était un peu le futur ou peut-être un fantasme. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus proche. En 18 mois, les choses ont quand même énormément évolué. Donc on va en discuter. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est peut-être de vous présenter. Chloé, est-ce que tu veux commencer et nous parler de toi et de Blackfin? Avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation. Un plaisir de partager ce moment avec vous. Et donc enchantée à tous les gens qui nous regardent. Chloé Noven, moi je suis directrice d'investissement chez Blackfin. Et on est un fonds d'investissement dédié aux services financiers. Donc on a 2 activités, une activité Private Equity Buyout, qui n'est pas la mienne, celle de mes chers collègues. Et moi je fais partie de l'activité VC Tech, donc assez classique. Et on a la particularité d'être un des plus gros fonds dédiés vraiment à ce secteur-là. Donc ça veut dire qu'on fait que de la FinTech, AssureTech, RegTech sur toute l'Europe. On déploie actuellement un fonds de 400 millions entre la série A et la série B. Voilà, j'ai la chance d'avoir rejoint l'aventure depuis 2 ans. Ça fait quelques années que je fais ce métier et j'accompagne plusieurs sociétés de notre portefeuille. Donc voilà, ravi d'être là aujourd'hui. Ok, ravi. Merci beaucoup d'être là. Et on a hâte d'entendre tes convictions sur tous ces sujets-là qui, à mon avis, sont des sujets que tu dois évoquer tous les jours avec les boîtes en portefeuille, les boîtes qui essaient de lever, et puis évidemment, entre vous, je pense, entre directeurs et managers du fonds. Mathias ? Je te laisse te présenter. Je pense que pas mal de personnes te connaissent. Ça, c'est quand même la bonne chose. Oui, j'ai surcommuniqué depuis 2 ans. Donc, on va pas parler de retraite aujourd'hui. Hein. C'est bon ? Pouvoir d'achat. Non. Allez. Donc, Mathias Bacchino, moi, j'ai travaillé en finance pendant une 15aine d'années en France. D'abord en salle des marchés dans les produits dérivés, puis dans la banque en ligne, avant de rejoindre en 2021 2 entrepreneurs allemands qui crée Trade Republic, et Trade Republic, 5 ans plus tard, est une entreprise qui est valorisée 12,5 milliards sur un deal secondaire en décembre dernier, et qui est une entreprise qui a plus de 10 millions d'utilisateurs actifs en Europe, 150 milliards d'encours après 5 ans, une banque aujourd'hui. Et donc moi j'ai lancé Trade Republic en France 2021-2022. 2023, 2024, 2025, j'ai fait l'expansion européenne. Donc, on est présent aujourd'hui dans 18 pays et moi, j'ai dirigé les marchés européens pendant 2 ans. Et en faisant tout ça, j'ai rencontré les réseaux sociaux. Au début, en faisant de la pub pour Trade Republic. Et ensuite, pour mon propre compte, en créant des contenus d'éducation financière. Et je me régale actuellement à faire ça. Je suis maintenant senior advisor pour Trade Republic depuis le 1er janvier. Donc, je rentre dans ma 6e année de relation avec cette start-up que j'ai vu évoluer beaucoup, grandir beaucoup. Pas forcément grandir en employés, mais grandir en impact massivement, sans augmenter la masse des employés. Et donc, voilà, c'est une expérience de terrain assez dingue que j'ai eu la chance de vivre et qui m'a appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'essaye de rendre au maximum aux gens via des contenus d'éducation financière. Très bien. Et j'embête un peu les politiques aussi pour qu'ils mettent en place les conditions pour que l'économie en France s'améliore un peu, quoi. Parce que là,
c'est pas la fête. C'est pas la fête, on est d'accord. Juste pour remettre un peu dans le contexte, quand tu es arrivé chez Trade Republic, c'était petite boîte encore. Enfin, on était à quel niveau? C'était en train d'exploser en Allemagne. C'est-à-dire que Trade Republic, ça a été lancé le 1er janvier 2019. Et moi, je l'ai rejoint 2 ans plus tard, donc tout début 2021. Ouais. Et quand je l'ai rejoint, ils ont 1 million de clients en Allemagne et 5-6 milliards d'encours clients. Donc, ils ont eu un très gros succès en 2020 pendant le Covid, évidemment. Et ça leur a permis de lever d'abord fin 2020, puis ensuite au printemps 2021. Ils ont accéléré très vite à ce moment-là. Donc, moi, quand j'arrive, c'est une boîte qui est valorisée 600 millions. Après la série B de décembre 2020. Et il y a 200, 300 employés. Et ils entament leur expansion internationale, puisque la France est le premier pays qui se lance hors Allemagne, Autriche, quoi. Parfait. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est un des sujets très intéressants et on attend ton témoignage sur ça. Mathieu, est-ce que tu veux prendre le relais et expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui, je suis malheureusement un petit peu moins connu que Mathias. On me voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux, à part sur LinkedIn un petit peu. Donc, je suis cofondateur de Honest avec Joachim. Moi aussi, je viens de la finance. On a eu des métiers un petit peu différents, mais on s'est connus dans nos précédentes aventures aussi. Ce qu'on fait chez Honest, c'est mettre la tech au service du business, qui est un gros sujet où, globalement, la tech, c'est pas fait pour faire de la tech, c'est fait pour répondre à des problèmes. Et ce qui nous intéresse particulièrement chez Honest, c'est de comprendre ces problèmes et d'apporter les bonnes solutions. Et ce qui, moi, me motive dans la vie de tous les jours, c'est de résoudre des problèmes. Faire de la tech, j'aime bien, mais j'en fais pas le week-end. Je sais qu'il y a des gens qui adorent faire ça le week-end. Moi, le week-end, je fais de la course à pied. Chacun son truc. Mais par contre, j'aime bien résoudre des problèmes. Et c'est vraiment notre grosse motivation de résoudre des problèmes et d'avoir cette approche systémique. Et on en reparlera par rapport au sujet d'aujourd'hui. D'avoir une approche systémique des problèmes pour mettre en place des solutions qui marchent dans la durée et avoir une vision finalement industrielle de la résolution de problèmes, ce qui permet de rendre des services à un maximum de gens avec un minimum de moyens. Ouais. Parfait. Merci. On va commencer ce live. On va rentrer un peu dans les sujets. Donc, comme je vous l'avais dit, gros concept qui est là depuis 2 ans dans la tech, la One Person Billion Dollar Company. Alors, ça fait rigoler certaines personnes, hein, c'est toujours la même chose. Je pense que l'IA, de manière générale, polarise énormément les avis et les convictions. Mais il y a quand même des trends qui parlent pour elle. Hein. Quand on voit, par exemple, Midjourney, qui fait aujourd'hui 500 millions de dollars de CA, et avec, je crois, 150 personnes. Donc, on a 3 millions de CA par personne de la boîte. Évidemment, Lovable, qui a sorti son outil de vibe coding aujourd'hui, c'était quoi, en novembre 2024. Donc, quelques mois plus tard, ça fait déjà des millions et des millions de chiffres d'affaires. Voilà, on est, j'ai l'impression, dans un système et dans une trend qui arrive et qui est en train de nous montrer que la One Person Billion Dollar Company est possible. Et d'ailleurs, le CEO d'Anthropic parle de 70 à 80% de chance, probabilité qu'une entreprise d'1 milliard, un seul employé, émerge en 2026. Donc, est-ce qu'on est encore dans la science-fiction? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps? Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui sur la façon dont on doit organiser les équipes? C'est le sujet qu'on va voir ensemble. Mathias, sujet intéressant, t'en parlais tout à l'heure. 10 millions de clients aujourd'hui. Ouais. Par rapport à une banque tradie, on est sur quelque chose qui est surréaliste. Le nombre de personnes qui y travaillent aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent pour faire ça? Trade Republic aujourd'hui, donc c'est une entreprise qui a à peu près 600 employés. C'est une donnée qui est relativement stable ces dernières années. Sachant que, évidemment, pour un acteur comme nous, l'externalisation du service client change beaucoup de choses en termes d'employés, si tu veux. Oui. Parce que si tu rajoutes les agents du service client externalisés qui travaillent pour Trade Republic toute la journée, là, tu as un nombre beaucoup plus important, évidemment, de personnes. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est une grosse différence en termes de nombre d'employés, c'est le service client pour un acteur comme nous. Bien sûr. Ensuite, par rapport à une banque traditionnelle, c'est totalement incomparable, puisque Trade Republic, je le rappelle, est une entreprise qui a été créée activement, enfin, qui a commencé son activité début 2019. Ouais. Et c'est une entreprise qui a fait un choix absolument radical,
qui est de tout coder. Donc, c'est une entreprise qui a redéveloppé intégralement tout le code d'une banque dépositaire. Voilà, c'est que du code écrit par des employés Trade Republic. Oui. Donc, le fait qu'on ait un contrôle complet sur notre suite technologique, c'est un premier élément absolument déterminant pour justement être très efficace avec une petite équipe. Oui. Et ensuite, en termes de stratégie de développement, c'est un choix. C'est-à-dire, c'est un choix fort qui a été fait par les fondateurs de Trade Republic quasiment au début, et qui consiste à dire qu'une petite équipe, mais très talentueuse, très travailleuse, très soudée, va accomplir davantage qu'une très grosse équipe. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'était avant les LLM au final. Hein. C'était déjà un sujet qui était sur la table avant que l'IA arrive, ou en tout cas, Oui, et que c'était une conviction et finalement un positionnement de management, quoi. oui. Donc, il y a deux dimensions à ça. Tu as la dimension de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la marque employeur, Ouais. où là, effectivement, l'une des promesses de Trade Republic pour ses employés, au-delà évidemment des stock options et de la partie capitalistique qui est évidemment très importante dans une entreprise de ce type-là, l'une des promesses de Trade Republic, c'est tu vas travailler avec des gens très forts. Ouais. C'est-à-dire tu vas travailler, tu vas évoluer dans un environnement au contact de gens qui accomplissent beaucoup. Ouais. Et donc ça a un effet positif évidemment d'entraînement entre guillemets collectif, parce que effectivement quand tu bosses dans une équipe qui est soudée, qui travaille dur, mais qui est en même temps talentueuse et qui du coup obtient des résultats, bah, c'est un peu comme une mêlée de rugby. C'est très motivant d'en faire partie, tout simplement. Bien sûr. Donc il y a la dimension de marque employeur et la promesse employeur, entre guillemets, qui est extrêmement importante, parce que si c'est être peu nombreux juste pour être peu nombreux, Ouais. bon, c'est pas, c'est pas du tout attractif, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est le fait que avoir une petite équipe t'oblige, si tu veux avoir du succès, à avoir l'une des caractéristiques premières de l'entrepreneur avec du succès, c'est-à-dire le focus, la priorisation, la décision de sur quoi on va bosser dans les 16 heures qui viennent, comme le racontaient les proches de Steve Jobs. Ouais. Mais Steve Jobs disait, moi j'ai 16 heures devant moi, voilà. Ouais. Et après on voit. Et donc quand tu as une petite équipe, ça t'oblige à ça. Et moi ça a été personnellement le truc le plus difficile dans la transformation assez radicale de mon rapport au travail depuis 2021. Moi, j'ai dû m'adapter parce que je venais de grandes corpos, de grosses banques françaises, très... tu passes la moitié de ton temps à faire des trucs qui servent à rien, littéralement, quoi. Donc, t'es un vrai témoin de ce changement, quoi. Moi, je l'ai vécu dans ma chair. J'en ai littéralement pleuré de nerfs tout seul dans mon bureau, dans mon salon, quoi. Ouais. Vraiment. Enfin, ça a été une adaptation, comment on appelle ça, une acculturation assez radicale. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu passes d'un monde où travailler, ça veut dire faire des comités, faire des PowerPoint, bullshiter tout le monde et pousser les problèmes aux autres équipes, et que tu atterris dans un monde où qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ce soir avoir eu de l'impact, bon, bah, le choc thermique est violent, enfin, c'est très radical. Ouais. Donc, c'est pas uniquement être peu nombreux, c'est aussi et avant tout un principe de focus. Ouais. C'est un principe de priorisation, de focus qui est nécessaire à l'hypercroissance. Ouais. Donc, c'est en train d'évoluer en ce moment chez Trade Republic, parce que notre profil d'entreprise change très vite. Et aujourd'hui, quand tu es une banque avec 7 succursales bancaires en Europe, voilà, les besoins sont plus tout à fait les mêmes. Ouais. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour aller vite, fort, accélérer, il vaut mieux avoir une petite équipe resserrée, soudée comme une mêlée de rugby, qu'avoir une armée mexicaine, quoi. Donc ça, c'est un principe qui préexistait à l'IA. Et l'IA vient, comme elle le fait sur beaucoup de choses, l'amplifier, l'accélérer, l'amplifier. Et accélérer les bonnes choses. Mais c'est effectivement, je pense, un sujet de culture dans un premier temps. Et l'IA va amener des choses intéressantes dedans. D'ailleurs, ça me permet de te poser la question, Chloé. Quand tu entends ce genre de témoignage, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur le marché ? Est-ce que les entrepreneurs voient ce changement de culture ? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'il y a eu un changement aujourd'hui en France et en Europe ? Quand on entend parler évidemment de Midjourney, de Lovable ou de Trade Republic. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, carrément. Non, mais en fait, je suis complètement d'accord avec ton point. C'était préexistant à l'IA, ce sujet de se dire une armée très resserrée, tout le monde dans le même bateau, très très efficace plutôt qu'en grande quantité. C'est ça qui fait la différence. Là où il y a peut-être une grande différence, c'est que tout le monde avait ce concept en tête, mais
mine de rien, quand beaucoup de tâches ne peuvent pas être automatisées, il faut quand même plus de gens, au début en tout cas, le temps de mettre en place des process scalables, etc. Donc, c'était un peu quand même le principe du SaaS, c'est de se dire on va recruter plus, mettre en place tout ce qu'il faut pour après avoir finalement besoin de beaucoup moins de personnes. Oui. Mais en fait, il y avait un espèce de décalage. Bon, alors, il y avait le 0 to 1 évidemment, mais après, il y avait un décalage entre avoir peut-être un peu trop de personnes par rapport au nombre d'employés, mais ça va se réduire dans le temps et quel est le pass-to pour y arriver. Oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'on traque depuis des dizaines d'années en SaaS, l'ARR par FT, comment ça évolue, etc. Métriques qui étaient, c'est 100 à 200, ça commence à être vraiment pas mal, comment on arrive à avoir des benchmarks par industrie, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, la narrative, elle change complètement. Oui. Parce qu'en fait, en voyant... alors, c'est beaucoup plus, je vais dire facile avec des grands guillemets, mais c'est beaucoup plus visible pour l'instant sur des boîtes AI first, donc qui ont été lancées avec l'IA, Ouais. qui n'étaient pas préexistantes, parce que c'est assez difficile quand même de faire le complet switch. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises maintenant arriver à quelques millions d'ARR avec 10 personnes. Il y en a énormément aux États-Unis. Si tu regardes le batch de YC actuellement, Ouais. c'est que des boîtes AI plus services avec moins de 10 personnes qui te disent qu'elles vont atteindre les 30 millions d'ARR de cette façon-là. Donc, en fait, on commence à le voir. C'est une narrative qui n'est pas complètement farfetch. Après, c'est dans un certain type de typologie de boîte, certaines typologies de produits. Beaucoup aux US, il y en a également en France. Ouais. Mais c'est pas encore complètement dans toutes les boîtes tech. Par contre, Ok. le débat existe dans toutes les boîtes tech. Mais tu penses qu'aux US, ils sont beaucoup plus ancrés dans cette façon de faire. En Europe, on est toujours encore un peu dans le fantasme. Ou tu penses qu'on y est déjà et Je pense qu'on qu'on- est sur la bonne voie? On y est quand même déjà. Hein. Enfin, Ok. il y a quand même beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui, des entrepreneurs qui sont dans ce type de mindset. Ouais. Et ce qui a énormément changé concernant le recrutement, à la fois dans les sociétés préexistantes, pré-IA, post-IA, c'est qu'en effet, le rapport au talent, avant, on connaissait tous, il vaut mieux un bon talent que jeter 10 personnes à un problème. Ouais. Maintenant, c'est la question centrale. Ouais. Enfin, justifier n'importe quel recrutement Mhm. et surtout comment trouver le bon talent pour ce que je veux faire, etc. Donc, tu as aussi un switch seniorité dans le type de profil. Enfin, c'est pas complètement évident à naviguer, mais c'est quelque chose que, à minima, tout le monde se pose la question. Ouais. Et après, dans les plus avancés, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Donc, Ok. c'est pas seulement un American Dream. Ouais. Pour l'anecdote, quand j'étais directeur Europe, Trade Republic, responsable pénalement dans 4 pays, porteur d'une licence bancaire, etc., je passais, je dirais, un quart de mon temps à recruter moi-même. Exactement. L'un des impacts d'être peu nombreux, c'est que Tu peux chaque recrutement Ça change est tout. absolument déterminant. Mhm. Tout à fait. Et donc le recrutement devient un enjeu mais vraiment du top 5, quoi, top 3, top 5 des gros enjeux de la boîte, en fait. Ouais. Et donc ça a été et par ailleurs, un aspect qui montre qu'on peut être très fort là-dessus en étant peu nombreux, c'est qu'un gros compte LinkedIn comme le mien, ça marche très très bien pour recruter. Ouais. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas d'IA là-dedans. C'est juste un autre levier que j'ai utilisé, qui est d'avoir une communauté sur les réseaux, qui permet d'accomplir beaucoup plus en étant moins Ouais. nombreux. Ouais. Voilà. C'est, Il y a d'autres leviers, effectivement, qui sont hyper intéressants. il n'y a pas que l'IA. En fait, un premier message, moi, que je voudrais faire passer à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que oui, c'est une question d'outils et de technologie, c'est indiscutable, mais c'est avant tout une question de culture. Mm. Et moi, la culture professionnelle qui a permis de développer Trade Republic, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est dans un bouquin qu'on va pouvoir mettre dans les commentaires ou je sais pas où. Oui. C'est un livre qui s'appelle Amp It Up. Ça veut dire augmente ton niveau de jeu, qui est de Frank Slootman. Et c'est un CEO américain, enfin néerlandais aux États-Unis. Et le mec a créé 200 milliards de valorisation boursière sur 3 boîtes à la suite. Ouais. Comme il le dit, vous pouvez penser que je suis un gros con, mais au moins, moi, je l'ai fait 3 fois. Ouais. Et effectivement, s'il l'a fait 3 fois, il a peut-être une recette. Et il l'a mise dans un bouquin, cette recette. Et les 3 boîtes en question, c'est Data Domain, ServiceNow et Snowflakes. Donc bon, je pense qu'en termes de succès, il a un track record, le monsieur. Ouais. Et une des 3 valeurs cardinales de Trade Republic, c'est Amp It Up. C'est, voilà. Donc le bouquin Amp It Up de Frank Slootman, c'est quand je l'ai lu que j'ai commencé à être promu chez Trade Republic après. Ok. Parce que la première année, j'ai vraiment galéré au niveau culturel. C'était, j'étais obligé, et d'ailleurs j'ai perdu confiance en moi assez radicalement, parce que j'étais obligé d'aller contre mon instinct, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est pas si facile. Voilà, le message c'est pas parce que des outils technologiques exceptionnels désormais existent
que culturellement, ça va forcément être plus facile de fonctionner sans bullshit, sans ego, avec que de l'impact, que du focus et de la réalité, quoi. C'est une culture, ça. C'est, je pense, des propos que tu vas adorer, Mathieu. Parce qu'on en parle souvent. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, parce que juste mettre des outils sans organisation, sans méthodo, sans process, Non, mais c'est ça sûr. n'a pas d'impact. Donc, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu vois aussi J'aurais tellement de choses à dire. Ouais. Vas-y, lâche-toi. Alors, on a combien de temps encore? Ouais. Alors, il y a plein de questions dans qu'est-ce que je vois aujourd'hui. La première, c'est est-ce qu'on le fait en France? Je pense qu'on le fait en France, mais pas à la même vitesse d'exécution que les Américains, notamment par une question de culture naturelle, nationale d'un pays versus l'autre, où la nature française est que, en fait, changer des modes de fonctionnement, ça prend du temps, globalement, hein, dans des nouvelles organisations ou dans des anciennes organisations. Juste, on est un peu plus averse au risque, je pense, que les Américains qui disent, bon, on va tester ça, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, on jette, on fait autre chose. Mais il y a quand même des boîtes qui se lancent avec des toutes petites équipes, avec un focus de on délivre un maximum d'impact et on utilise au maximum les outils présents aujourd'hui pour créer cet impact. Et donc l'outil présent aujourd'hui, c'est l'IA. Donc, concrètement, les mêmes gens auraient fait du développement sur AS400 si c'était il y a 30 ans ou 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'IA, ils s'en servent, ils s'en saisissent complètement et ils réfléchissent à ce système de je délègue un maximum de tâches à mon système et je fais plus les tâches sans valeur ajoutée, je les délègue au système. Et je pense que ça reboucle aussi avec la discussion qu'on avait avant et ce que tu disais, Mathias, sur la partie talent. C'est que, en fait, aujourd'hui, pourquoi on a besoin de recruter des gens talentueux, on met ce qu'on veut derrière ce terme, c'est que quand on est dans une énorme organisation où on a des toutes petites tâches toutes découpées et que finalement une personne prend une petite tâche dans un processus beaucoup plus long et qu'elle a un impact minuscule, si cette personne-là fait pas exactement bien son travail, c'est pas extrêmement grave, ça met pas l'organisation en péril. Quand on est dans une toute petite équipe très resserrée, où chaque personne a un impact énorme sur la trajectoire de la société, il faut prendre les bonnes décisions, il faut que l'équipe fonctionne ensemble, et la contribution de chaque individu à l'équipe est hyper importante. C'est vraiment la même chose qu'une équipe de sport. Et c'est là où il y a une grosse différence. Et je pense que l'IA nous pousse, en tout cas cette nouvelle technologie, comme les précédentes, en fait, on avance toujours sur le même cycle. Mais à se dire, c'est quoi finalement une société? Comment elle crée de la valeur? Comment elle contribue à servir ses clients? Et on prend de plus en plus de recul sur ce problème. Et on est de moins en moins dans, en fait, pour que la société tourne, il faut que je remplisse le formulaire A402 bis pour donner les accès à bidule. Mais plutôt, OK, j'ai besoin que mon client ait un accès hyper rapide à ma solution. Du coup, comment je fais ça? Ok. Et non, mais c'est extrêmement intéressant. J'ai une question. On a une première question. Ça, c'est une question qui va vous plaire à tous les trois, je pense. Ok. Donc, question de Greg. Est-ce qu'il serait possible est-ce qu'il est possible de construire la stack technique complète d'une banque avec une petite équipe? Ça, c'est la question à 1 milliard. Est-ce que tu veux prendre le côté technique pour commencer? Alors, juste, la réponse est oui. Oui. Nous, on l'a fait. Bah oui. Voilà, la partie technique, c'est tout à fait possible. Oui, c'est possible. Mais après, il faut le mettre dans un avoir horizon aussi de temps. Oui, et puis il faut avoir aussi 2 cofondateurs qui rédigent la moitié eux-mêmes, à 2, des 1600 pages de la demande de licence. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a le problème de la banque, c'est pas la stack technique. La barrière à l'entrée, elle est réglementaire, plus que oui. technique. Carrément. Faire de la tenue de compte, il y a des plugins de base de données qui le font tout seul, où tu fais que de l'écriture et tu fais des opérations d'écriture les unes à la suite des autres et qui sont Et c'est pour ça que modifiables. nous, on pense qu'il y a quand même beaucoup de défensabilité dans beaucoup de ces modèles services financiers qui sont en fait extrêmement régulés, qui touchent de la donnée extrêmement sensible, etc. Donc oui, tout est possible techniquement. Après, c'est comment tu l'agences, comment tu convaincs le régulateur, comment tu orchestres toutes ces opérations en étant en conformité aussi. Donc en fait, c'est ces sujets-là qui nécessitent de l'expérience, de l'expertise. Ouais. Et cette expertise, c'est pas complètement reproductible encore aujourd'hui, en tout cas, par l'IA. Il y a une dimension dans l'industrie financière qui est une dimension de responsabilité individuelle du banquier. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fin, une banque, oui, c'est une institution, c'est une structure, c'est de la tech, mais à la fin, c'est aussi une personne qui va en tôle si jamais il y a un problème grave. Donc il y a une notion de responsabilité à la fois vis-à-vis des autorités, des institutions et vis-à-vis des clients, quoi. Ouais, bien Donc sûr. l'industrie financière a une dimension humaine
indispensable pour l'instant. Oui. Même pour compléter ce que dit Mathias, enfin, les services financiers au global ne vendent pas des solutions logicielles ou des choses comme ça. Tu vends de la confiance, en fait. Exactement. Tu dois faire confiance à une institution à qui tu donnes des fonds et t'espères qu'elle sera là quand tu voudras les récupérer, qu'elle sera capable de te les donner. En fait, toute la finance est organisée sur ce principe-là depuis 600 ans. C'est ça le cœur du métier. On est d'accord. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est un peu, on rejoint un peu. On avait fait un live il y a 6 mois maintenant sur la commodité. La tech est en train de devenir une commodité. Et en fait, cette pression réglementaire devient la barrière. Et c'est ce sujet-là aujourd'hui dont on parle, quoi, globalement. Si je dois résumer les choses. Donc, Greg, oui, c'est possible. Greg, Oui, c'est un concurrent demain. C'est possible, mais ils ont énormément travaillé. Voilà. Ouais. Les 2 premières années, oui, c'est une charge de travail pour l'équipe tech de départ qui a été absolument colossale. Et je sais, Chloé, que tu avais aussi bossé un peu sur des boîtes en Amérique du Sud, non, dans le banking. Ouais. Tu as des choses à nous dire sur ça, ou tu avais sur la tech aussi certains sujets intéressants? Alors je dirais plus, en fait ça revient exactement au point que j'allais aborder sinon, c'est un peu comment on a changé le prisme de qu'est-ce qui est défensible ou pas, qu'est-ce qui est commodisé ou pas. Et quand tu parles des très très belles fintech en Amérique latine, j'ai bossé 4 ans et demi au Mexique, c'est pour ça la question, tu vois des Nubank, etc. Exceptionnel, ouais. Des Bitso, etc. C'est exceptionnel, qui ont réussi du coup à construire tout ça malgré tout sans l'aide de Codex avec leurs petites mains, etc. Mais en fait, une fois que tu as passé donc cette barrière technologique, tu as construit un vrai produit, que tu as la confiance de l'utilisateur, tu as aussi l'image de marque, en tout cas en B2C, qui devient extrêmement défensible. Donc c'est comme un trade, etc. Donc ce que je dirais, ça répond pas à la question, c'était pré-IA, post-IA. Mais en fait, tu as quand même tout un prisme de qu'est-ce qui va faire qu'une boîte marche ou pas. Ouais. Et en fait, à la fin, tu as tout ce sujet de confiance et d'image. Donc l'Amérique latine, c'est vraiment... c'est aussi ça, c'était faire face à des banques qui ne marchent pas, un système qui n'a pas d'inclusion financière, etc. Comment tu as un nouvel acteur régulier de confiance qui arrive à résoudre des problèmes fondamentaux. Donc, c'est toujours ce sujet-là. Hyper intéressant. Mathieu, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans les sujets pour ceux et pour celles et ceux qui nous écoutent. Tu vois, pour les dirigeants qui sont un peu non-tech, finalement, les agents, Cloud Code, le vibe coding, ça se traduit comment en fait dans une organisation? Est-ce que tu peux nous en parler plus, surtout que je sais que c'est un sujet sur lequel tu as des convictions fortes, et surtout ça a beaucoup évolué en 6 mois. Est-ce que tu peux en parler un peu plus aussi sur comment ça évolue et comment l'organisation doit changer? Oui, c'est pareil, je vais être lancé pendant 15 minutes si on ne m'arrête pas. En fait, ce qu'on a vu dans l'évolution dans l'IA, dans le code, grosso modo, sur les 2 dernières années, c'est qu'on est passé d'un système qui faisait globalement intelligemment de la complétion de phrases, parce que pour les gens qui ne sont pas techniciens, écrire du code, ça revient à écrire du texte. On met des choses très complexes derrière ça, mais en fait, c'est écrire du texte qui définit un système de règles autour d'entités, de se dire, par exemple, un compte en banque, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas sur un compte en banque, il y a un montant, il y a des transactions, etc. Et jusqu'à il y a très peu de temps, finalement, il y a 7-8 mois, grosso modo, on avait un système qui était relativement intelligent, mais qui augmentait un petit peu la vélocité de nos développeurs traditionnels. Ça ne changeait pas la manière de voir le métier. C'était toujours les humains écrivent du code, ils l'écrivent un peu plus vite. Si on prend un parallèle, je sais pas, c'est comme de la couture. Avant, on le faisait avec une aiguille à la main, et puis on est passé à la machine à coudre, mais c'est toujours faire de la couture à la main, et c'est toujours un humain qui pousse le truc. Ce qu'on a vu avec les dernières versions de modèles qui sont sorties à l'automne de l'année dernière, et l'évolution aussi dans la manière de s'en servir, c'est qu'on passe d'un système où les humains écrivent à un système où les humains réfléchissent à construire des usines qui écrivent à leur place. Donc on délègue la responsabilité d'écrire à un système et on bosse sur le système. Donc ça, il y a un côté très méta en fait où finalement on joue plus au jeu, on devient le maître du jeu, et c'est des systèmes autonomes qui jouent, et finalement on est un peu leur manager. Donc on a les mêmes problématiques que des managers d'équipe technique, sauf que ces problématiques descendent sur les développeurs qui n'avaient pas forcément cet état d'esprit d'être manager et de se dire ok, je délègue une tâche à quelqu'un, comment je m'assure qu'il comprend bien ce que je veux de lui, comment je m'assure qu'il va bien l'exécuter, comment je m'assure de la qualité de ce qui sort à la fin. Et grosso modo, c'est ça en fait qui se passe. Et ça, c'est un peu le niveau 0 maintenant de la réflexion sur ce qu'on appelle l'agentique, quoi. Quand on met un terme compliqué derrière, finalement, c'est ça. C'est je délègue à une entité un certain nombre de responsabilités et je m'attends à ce qu'il fasse des trucs. Ouais. Mais on va de plus en plus loin là-dessus. Sur le côté code, mais pas que. Et ça reboucle avec le sujet. On peut déléguer de plus en plus de choses. Et en fait, de
prendre de plus en plus de hauteur sur, au début, je délègue à une personne, et puis après, je réfléchis à une équipe avec un certain nombre de rôles à l'intérieur de l'équipe, et puis après, je vais réfléchir à une organisation multi-équipe, où je délègue à une équipe technique de l'exécution, de la construction de mon produit. Je vais déléguer à une équipe marketing le fait de le faire connaître, à une équipe service client le fait d'avoir un support utilisateur. Et en fait, on avance dans cette réflexion et c'est pareil, c'est juste que ça se fait beaucoup plus vite. Je fais une petite parenthèse, j'espère que ça sera facile à suivre. Les premiers businessmen américains, en fait, ils y allaient à l'intuition. Enfin, les mecs du 19e siècle, ils avaient un sentiment des affaires. Et puis après, dans les années 50-60, on a toutes les boîtes de conseil en strat qui sont arrivées et qui ont commencé à mettre un cadre. Et on a commencé, comme tu le dis, à avoir des formules qui marchent, des recettes. Mhm. Et là, on prend encore un peu plus de recul de se dire, OK, c'est quoi la recette de faire une boîte qui marche globalement sans que j'ai à mettre les mains dedans? Moi, je vais superviser l'organisation globale, mais je ne vais plus rien faire. Et quel conseil tu donnerais à un dirigeant qui a une équipe tech assez importante aujourd'hui? Comment il fait ce switch vers une organisation plus petite? Comment aussi on parle à des développeurs qui aujourd'hui pensent que ce qu'on vit aujourd'hui est juste peut-être un épiphénomène? Je pense qu'il y a un vrai sujet sur ça, et je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui peut-être ont envie d'avoir ton avis sur ça. Ouais, je vais être un peu cash, mais s'il y a encore des développeurs qui pensent ça aujourd'hui, c'est pas les bonnes personnes. Ouais, j'étais très étonné de cette remarque. Ouais, Je pense qu'il y a quand même un paquet de développeurs qui ont compris. Tu serais étonné. Tu serais étonné de... Il y en a encore qui sont, effectivement, il y en a encore qui pensent que c'est un épiphénomène. Il y en avait beaucoup plus il y a 6 mois, mais là, quand même, ça commence à se déployer un peu partout. Si les gens pensent encore ça, il y a vraiment un gros problème sur les personnes dans vos équipes, désolé. Ça se voit beaucoup dans des commentaires. Alors, sur LinkedIn, ça se bat, ça aboie beaucoup. Il y a quand même, j'ai l'impression, encore 50% des gens qui disent que l'agentique n'est pas du tout la solution et que ça ne marchera pas, et qu'il y aura sans doute des gros sujets de qualité, alors que nous, on peut le prouver aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ton avis sur ça. Il y a un phénomène psychologique, c'est que les gens ont peur, enfin, c'est normal, c'est un gros changement. Tu peux avoir peur en étant développeur, c'est quand même une catégorie de profession qui a été vachement protégée dans les 20 dernières années économiques, où quand globalement ça allait mal, développeur, tu trouvais toujours un boulot bien payé dans un cadre correct. C'est des personnes qui aujourd'hui se disent que cette position privilégiée est remise en question. Mais je pense que c'est pas la bonne façon de voir le problème. C'est que on aura toujours besoin de développeurs. En tout cas, on aura toujours besoin de gens techniques pour concevoir ces systèmes, parce que c'est pas magique, en fait. Les agents et les systèmes qui intègrent plein d'agents, ça fonctionne pas tout seul. Et si quelqu'un vous vend ça, il vous vend la poudre de perlimpinpin. Il faut réfléchir, il faut construire des systèmes, il faut avoir cette démarche systémique. Et les gens les plus à même de faire ça sont les développeurs. Mais par contre, effectivement, c'est un changement de culture qui fait peur, mais dans lequel on peut s'épanouir. On accompagne quand même pas mal de sociétés où on accompagne les développeurs dans ce changement psychologique. Et en fait, ils se rendent compte que c'est fun de travailler sur ces systèmes-là, comme c'était fun d'écrire du code. C'est des gens qui prennent beaucoup de plaisir à écrire du code. C'est quand même un flow intellectuel, comme quand tu es écrivain d'un bouquin. Mathias, Moi, je sais pas coder. T'es embarqué dans ton truc. Et en fait, dans les systèmes d'agentique, tu peux avoir ce sentiment aussi d'être embarqué dans ton truc, de réfléchir à des tâches techniques complexes, à te poser des questions. Mais c'est juste qu'il faut faire le premier pas, tester. Et ça fait tomber cette barrière, cette peur de l'inconnu. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on se rend compte que c'est génial. Et comme on fait tomber une barrière économique aussi, en fait, on ne va pas avoir besoin de moins de développeurs, on va avoir besoin de plus de développeurs, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes où on va pouvoir construire des solutions pour répondre à ces problèmes. Donc ça ne va pas s'arrêter demain. Oui, tout à fait. Comment tu vois les choses, toi, Chloé, aussi sur ça comment le portefeuille réagit à toutes ces nouveautés? Ils sont tous à fond, il y a un changement de culture, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Enfin, comment tu... On en revient au point de tout à l'heure où j'évoquais que c'était de base plus facile pour quelqu'un qui était AI first qui se lançait aujourd'hui que peut-être dans une organisation qui a 50, 100, 150 personnes, 600 personnes. Après, pour le coup, je dirais qu'en tout cas dans l'écosystème tech, au moins français, européen, il y a quand même une prise de conscience depuis plusieurs années maintenant que ça va être complètement transformateur. On avait aussi vu la SaaSpocalypse, les marchés nous dire que le SaaS serait mort s'il ne se réinventait pas, etc. Tout le monde est quand même bien au courant, les CEO très bien au courant aussi. Donc il y a quand même eu un sentiment d'urgence, mais qui a pris un peu plus de temps en fonction des sociétés.
depuis le début. Je pense que chaque dirigeant, enfin, en tout cas, s'il ne se pose pas cette question, se demande comment implémenter l'IA chez lui, comment le faire, comment le séquencer, comment changer. On a vu plusieurs approches. Il y a eu quand même tout un sujet autour de comment changer la culture, en fait. C'est vraiment le premier point de départ où que mettre en place pour dire est-ce que vous êtes forcé d'utiliser des outils IA pour coder, sinon vous serez plus là dans 6 mois. Est-ce que c'est plutôt ajuster les performances? Est-ce que c'est plutôt encourager l'innovation et se faire tous les vendredis après-midi, tous les développeurs sont obligés de bosser sur des nouveaux modules IA sans forcément bosser sur le produit. Enfin, il y a eu plein de... organiser des hackathons, dédier du temps, changer la performance review, faire des best practices, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, en tout cas dans la plupart des sociétés, ça vient peut-être d'un développeur, de quelqu'un qui l'a fait la nuit, qui s'est rendu compte qu'en fait c'était transformationnel, etc. J'ai même une anecdote de quelqu'un qui disait, mais en fait on a eu un stagiaire, il est arrivé, enfin c'était il y a 2 ans, et en fait on a complètement changé tous comment bosser, quoi. Parce que en fait, le gars nous a dit, mais vous bossez comme des anciens, quoi. C'est pas possible. Donc en fait, finalement, je pense que t'as un peu une double casquette de justement prendre conscience que c'est une bonne chose pour toi, prendre conscience que ça te remplace pas, mais que ça te rend encore plus. Enfin, c'est plutôt l'humain augmenté, en tout cas, on va dire. Le but, c'est pas de remplacer. Justement, il y a toujours le débat de, du coup, est-ce qu'il faut réduire la tech team ou est-ce qu'il faut la garder mais faire plus? Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense qu'on est quand même... dans un moment où la plupart des gens ont vraiment pris le pied, et ça vient souvent de collaborateurs, et après le problème c'est comment diffuser. Pour l'anecdote, c'est un vrai problème, ce problème culturel de diffusion, de changement des habitudes, de la culture dans l'entreprise. Et je précise à nouveau, avoir une petite équipe de gens considérés comme talentueux les uns avec les autres, c'est une des manières de ne pas avoir ce problème culturel, parce qu'en fait, quand tu as une équipe composée de gens très motivés, très travailleurs, très talentueux et sans ego, en fait, eux-mêmes sont plus à demander à l'entreprise de mettre en œuvre le truc là pour s'éclater. Le changement, quoi, c'est du change. Voilà. Et ben nous, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que la base est allée encore plus vite que les dirigeants, en fait, chez nous. Et donc, ça a été un phénomène organique, quasiment instantané, en fait, chez Trade Republic. Ouais, bah, ça a été du jour au lendemain, quasiment. T'as pas un navire à guider, quoi. Ouais, d'un coup, tout c'est... Équipe, Parce que la base était déjà dedans, en fait. Ils voulaient déjà être à la pointe. Non, mais c'est hyper intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais dire, même dans notre métier, en tant qu'investisseur, du jour au lendemain, on s'est mis à plus travailler de la même façon. Et vraiment, je me suis dit, je suis partie en week-end, je suis revenue, je me suis dit, c'est plus le même métier. Alors que bon, finalement, nous, on est plus... notre métier est un peu différent quand même de produire quelque chose. C'est débattable, mais je me dis, dans tous les types services, investissements, etc., tout change, en fait. C'est assez excitant. Tu produis des convictions, donc il faut quand même travailler et matcher la conviction. Oui, je travaille, je vous rassure. Ça oblige tous les métiers à se poser la question, effectivement, toutes les industries ou toutes les organisations, où est vraiment notre valeur, en fait? Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a l'habitude de le faire comme ça, et qu'est-ce qu'on fait parce que vraiment, c'est ça qui est important? Ouais. Carrément. J'ai une autre question de Simon qui est hyper intéressante et qui est un sujet sur lequel on discute beaucoup, Mathieu. Donc Merci, là, on Simon. parle beaucoup d'IA, d'agents, hein, on peut lancer les projets plus vite, plus fort, plus loin, c'est super. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même subventionné, hein, globalement, les tokens coûtent pas très cher. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de tomber un peu dans le piège, et est-ce qu'il n'y a pas un risque structurel d'avancer à fond dans cette direction et se retrouver dans une situation où tu as une épée de Damoclès sur la tête? Voilà. Si Claude, si Anthropic multiplie par 3, 4, 5, 6 ses prix, qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire piéger? Je vous laisse y répondre. Oui, j'ai une réponse pas toute faite, mais j'y ai réfléchi beaucoup. Enfin, c'est quand même une problématique qu'on adresse énormément. En fait, bon, petit dézoom, mais il faut voir ça comme un système industriel. Et en fait, il faut appliquer ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, ou on le voyait, mais un peu différemment dans le logiciel, mais se dire les problématiques de production industrielle de biens manufacturés, faut les appliquer aussi à la production de code. Et du coup, voir quelle dépendance on a avec ses fournisseurs, quelle capacité on a à en changer. Et en fait, est-ce que ma chaîne de production, elle est complètement dépendante d'une entité externe qui peut changer les règles du jeu du jour au lendemain, ce qui se passe globalement avec Anthropic et OpenAI, ce que j'ai vécu dans ma chair, pour reprendre tes mots, au mois de février. Et j'ai détesté Anthropic pendant 1 mois parce que il m'avait complètement bridé. Bref, en fait, on a un service dont la qualité et la disponibilité peut changer à la minute. Et ce qui est très perturbant. Effectivement, c'est une question fondamentale. Construire des systèmes dont on n'est pas dépendant, où on n'est pas dépendant de fournisseurs particuliers, je pense que c'est hyper important. Et on remarque dans la stratégie commerciale de OpenAI et Anthropic, c'est qu'ils cherchent à créer de la dépendance. Ils ont bien compris sur les 3 dernières années que le LLM, les gens branchaient, débranchaient, branchaient, débranchaient.
et qu'en fait, ils n'allaient pas créer de la stickiness avec ça. Donc, comment ils font ? Typiquement, Claude a de plus en plus d'outils sur étagère pour faire des agents un peu sur étagère, pour faire des routines, pour faire des systèmes. Mais en fait, on devient dépendant du fournisseur. Si on rentre là-dedans, changer, ça devient vraiment compliqué. Et il y a plein de solutions open source qui sont tout aussi bien, qui en général inspirent Anthropic pour intégrer les trucs chez eux. Et il vaut mieux construire un système avec toute ma brique industrielle sur de l'open source, des systèmes que je contrôle, et puis le moteur qui le fait tourner, avoir la possibilité de le changer. Ouais. Et aussi aller potentiellement dans l'open source, c'est une question qui va se poser de plus en plus, qu'on a vu sur la partie infrastructure serveur, c'est ce qu'on appelle les FinOps, donc comment j'optimise d'un point de vue financier le fonctionnement de mon système, et se dire pour les tâches complexes, je les file à un agent, un LLM qui me coûte cher, typiquement Claude, pour faire toute la planification, toute la structuration, qui finalement ne consomme pas énormément de tokens, parce qu'un token, c'est un bout de mot. Donc, plus on écrit de texte et plus on consomme de tokens. Mais en fait, écrire des spécifications comparativement à écrire du code, c'est pas énormément de texte. Ça va être si je reprends tes 1600 pages, je pense que quand elles ont été traduites en code, c'est des millions de lignes comparativement à des dizaines de milliers en spécifications. Donc, cette partie spécification, je la fais avec un système qui coûte cher, et puis l'exécution, je la fais avec un système qui coûte moins cher. Et typiquement, le système open source, qu'on appelle OpenWeight dans la partie LLM, est extrêmement performant et continue à s'améliorer. Donc, c'est sûr qu'on va arriver à ces questions-là assez rapidement, parce que la tendance, par l'environnement économique global, va forcément pousser les gros fournisseurs de LLM à monter les prix, parce que construire des data centers, ça coûte extrêmement cher. Ouais. Bon, on va voir ça après l'IPO, quand ils vont aller chercher la renta. Je pense qu'on aura la réponse à nos questions à ce moment-là, mais effectivement, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, les LLM, on a ce côté, cette abondance un peu presque gratuite, et je pense qu'il faut le prendre en compte dans l'équation économique, et ça va être un vrai sujet dans les prochains mois. On a un exemple pour l'illustrer en interne. On travaille pour un de nos clients à reconstruire une brique logicielle qui est importante pour eux, et en fait, sur Claude, on peut suivre la consommation, en fait, ce qu'on paye versus ce qu'on aurait dû payer si on avait payé au vrai prix. Donc, on a l'abonnement à 200 € par mois. Si on avait dû payer au vrai prix, on était à plus de 4 000 € pour cette brique-là. Donc, il y a un facteur 20, quoi. C'est pas x3 ou x4. Ouais. Je reprends un peu le fil de la conversation, parce c'est vrai qu'on digresse, mais c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'on fait des lives. Toi, Mathias, avec l'IA, alors pas forcément que dans la tech, pur et dur, donc dans écrire du code et faire du produit. Tu as vu beaucoup de différences sur les 12 derniers mois sur la façon dont Trade Republic faisait évoluer. Tu as vu, alors déjà que c'était rapide, mais là tu as vu une accélération formidable sur... Est-ce qu'il y a un sujet ou deux sujets qui t'ont marqué sur les 12 derniers mois sur la façon dont Trade Republic a taclé ces sujets IA? Il y a une utilisation qui a été pour nous un facteur clé de succès radical, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ouais. C'est-à-dire que les banques, les institutions financières de manière générale, et les banques en particulier, ont des obligations vis-à-vis des pouvoirs publics d'identifier les comportements suspicieux, d'identifier des patterns financiers récurrents, typiques du financement du terrorisme ou du blanchiment d'argent, et doit non seulement mettre en place des choses, faire des déclarations. C'est un processus qui est très normé, mais qui doit évoluer avec les arnaqueurs. Ouais. C'est tout le problème. Et donc là, soit tu recrutes une équipe gigantesque, tu redéveloppes tout toi-même, et ça coûte cher. Soit tu prends des briques sur l'étagère qui existent chez d'autres, des fournisseurs de services, de logiciels qui te donnent les outils, mais ils sont pas assez réactifs par rapport à ce que toi tu peux faire. Ou alors tu recrutes très peu de gens, mais les meilleurs du monde sur le sujet, et tu les équipes avec de l'IA pour qu'ils créent un système nouveau et adaptatif au fil du temps avec les types de tentatives qu'on a d'utilisation frauduleuse de nos systèmes, si tu veux. Donc ça, quand t'as une situation qui est... C'est un vrai sujet, ça, quand même. Quand t'as une situation... C'est un sujet qui est colossal pour les banques, et pour les fintechs en particulier, parce que c'est un tueur, quoi. C'est un sujet tueur. C'est-à-dire que c'est pas un sujet comme ça. C'est pas du nice to have, si tu veux. Non. C'est un truc où si tu te rates plus que quelques mois et que ça continue et que tu te rates tu fermes, quoi. Ou alors tu prends une interdiction de croissance
ce qui a tué la hausse de valorisation de quelques startups, d'autres startups européennes. Ouais. Donc c'est un enjeu de vie ou de mort pour nous. On veut des noms, hein. Ils sont dans la presse partout. Hein. Bon. Et d'ailleurs, ceux qui ont merdé là-dessus, leurs fondateurs sont plus à la tête de la boîte aujourd'hui. Donc voilà, ça veut aussi dire que c'est quand même un sujet absolument déterminant. Et le gros problème, c'est l'adaptabilité et le volume. C'est énorme en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est complètement sous-estimé auprès du grand public et de la presse et de l'opinion publique à quel point tu as des voyous qui essayent d'utiliser les néobanques pour créer des systèmes mafieux, quoi. Ouais. Et donc, nous, c'est une responsabilité sociétale importante qu'on a vis-à-vis des pouvoirs publics aussi. Donc, sans IA, je sais pas comment on fait. Oui, parce que leur créativité est sans borne, quoi. Ah oui. Donc, il faut être à la page et il faut être aussi rapide qu'eux, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, ça, la seule solution, c'est d'être une petite équipe turbo-boostée à l'IA pour réussir à accomplir la mission à la bonne vitesse. Ouais. Et alors, quand tu as une croissance comme la nôtre, je te raconte pas, parce que tu fais rentrer 500 000 nouveaux clients tous les mois. Oui. Donc c'est une question de volume, de complexité, d'importance. Donc ça, déjà, c'est une utilisation énorme. Après, tu as un autre aspect du phénomène, qui est 2024, on utilise de plus en plus l'IA pour le service client. Bon, gros fail. Oui. Rollback, 1000 agents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 10 langues, partout dans le monde, externalisés. 1000 agents, en fait, tu veux dire... Et on a pris 1000 personnes. 1000 personnes, pas... Pour faire le service client. Fais attention, parce que... on pourrait... Non, là, c'est des vrais agents, des agents du service client, des êtres humains, qui te répondent au téléphone. Vous leur avez donné... Et on leur donne, évidemment, l'outil d'IA qu'on avait au démarrage. On le donne aux agents maintenant. Comme ça, humain plus IA, ensemble, construisent un truc vraiment efficace. Ouais. Ensuite, tu as toute la partie croissance, où là, je peux pas donner trop de recettes détaillées, quoi, mais disons que quand tu as levé 1 milliard d'euros et que tu es en B2C et que tu as donc beaucoup d'argent à dépenser en marketing et que l'équipe marketing de l'entreprise, c'est 30 personnes, tout inclus. Marketing, communication, studio créatif, stratégie de croissance, tout, parce qu'il n'y a aucune agence externe. Rien. Il n'y a pas d'agence créa, il n'y a pas d'agence de marketing, il n'y a pas d'agence de com, il n'y a pas d'agence de presse, il n'y a personne. Il n'y a pas d'externe, du tout. Et là, si tu n'as pas de l'IA partout pour augmenter tes employés, tu ne peux pas y arriver. Ouais. Si tu n'as pas une IA pour t'aider à gérer ta data, même si Marcus Lech chez Trade Republic est quelqu'un d'hors norme complètement, qui a géré depuis des années maintenant le budget marketing de Trade Republic avec une vista, une capacité à maîtriser les données qui est surhumaine, s'ils n'ont pas de l'IA pour aller creuser tous les canaux d'acquisition, tous les pays, tous les types les parties de la population, tu peux pas maîtriser ton coût d'acquisition client en fait. Ouais. Et si tu maîtrises pas ton coût d'acquisition client quand tu t'appelles Trade Republic, c'est très 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 compliqué très très vite. Ouais. Et donc là, moi j'ai vécu l'embauche de grosses équipes marketing communication dans chaque pays pendant 1 an, 2021. Il y avait 10 personnes pour Trade Republic à Paris sous ma responsabilité. Pareil à Madrid, pareil à Milan. 2022 ou 23, je sais plus, 22 je crois, vient la crise du financement, la hausse des taux d'intérêt, la fin du funding pour les startups, etc., etc. Et là, on a fait le choix d'avoir plus qu'une personne par pays. Le country manager. Donc le country manager, s'il n'a pas des outils pour l'aider à produire plus d'output, il peut pas y arriver, puisqu'on est passé littéralement du jour au lendemain de 8 personnes à Paris à 1 personne à Paris. En l'occurrence, moi. Oui. Et donc là, si t'as pas d'outils, c'est très très compliqué, très vite. Par ailleurs, dernier point, je prends mon exemple personnel. Moi, tu le sais, Joe, j'ai une capacité à encaisser une charge de travail dans la durée, depuis 15 ans, 20 ans, etc. Là, si j'ai pu faire directeur Europe, Trade Republic, créateur de contenu qui écrit des bouquins et père de famille pendant 2 ans en même temps, s'il n'y a pas l'IA et les LLM qui arrivent, les premiers outils, les premiers agents, les premiers trucs, je n'y arrive pas. Ouais. Okay. Donc voilà, moi je prépare toutes mes... J'ai deux IA qui m'aident à préparer toutes mes interventions. On les compare tout le temps les unes aux autres. Elles ont consommé tous mes contenus, donc elles commencent à parler de plus en plus comme moi. S'il n'y a pas tout ça, j'y arrive pas. Vraiment, quoi.
Écoute, c'est quand même un bon exemple. Hein, Donc voilà, mais ce qui est et je peux vous en intéressant- citer 50. Alors là, évidemment, je vous parle pas de Ouais. tout l'impact de l'IA sur la fabrique de code chez Trade Republic, évidemment, sur le soutien réglementaire aussi. Oui. Enfin bref. Sur tous les sujets, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment. Ah oui, oui. C'est un. Et c'est arrivé tellement vite. C'est vraiment. Socialement, c'est un peu terrifiant parce que tu te dis que ceux qui prennent pas la vague, là, il va falloir les raccrocher au wagon assez vite, quoi. Ah, c'est sûr, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ça. Chloé, aujourd'hui, comment tu sépares les boîtes qui ont vraiment, tu vois, l'IA native et l'IA washing? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent un peu en surcouche et qui finalement utilisent l'IA pas comme quelque chose qui va changer structurellement la façon dont ils travaillent ou le produit qu'ils sont en train de vendre. Comment tu perçois ça? Comment tu repères ça? Tu vois, tu peux peut-être nous en parler un peu plus? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, de toute façon, sur un premier call de 20 minutes, n'importe qui peut maintenant te vendre n'importe quoi en disant que tout est AI powered et automatisable, etc. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, on voit de plus en plus de gens qui nous disent, bah, voilà, tous nos processus, dans tout ce que je vends, c'est automatisé. En fait, tu vas décomposer, essayer de vraiment comprendre et tu vas te rendre compte en fait quand l'humain intervient, quand l'agent intervient, quel est le niveau de supervision, comment tu backtestes les calculs, etc. Donc, il faut quand même aller plus loin dans, tu vois, comprendre vraiment ce que font les gens et à quelle partie. Évidemment, je pense que, enfin, nous, on a aussi beaucoup une des bonnes façons de faire. Moi, je suis pas technique. Donc, tu pourrais me raconter un peu n'importe quoi. Bon, tu commences à avoir des buzzwords qui te font... voilà, je te dis c'est pas possible. Mais on a aussi beaucoup d'aide de nos CTO du portefeuille ou de gens autour de nous pour prendre un petit call et déceler bullshit machine. Alors, on le fait aussi, mais vraiment comprendre à quel point c'est un wrapper sur un LLM ou en fait, c'est un skill que moi-même, j'aurais pu coder dans mon garage. Ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, j'en fais plein. Mais où est-ce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est implémenté, qui est avec tous les guardrails de sécurité, qui a transformé les façons de faire. Enfin, en fait, je pense que alors, ça revient à un point qu'on a évoqué, mais sans le dire. Aujourd'hui, plus que jamais, mais en fait, vraiment comprendre avec qui tu t'associes, comment font les gens, la culture de la boîte devient complètement clé pour ça. Donc, c'est passer du temps aussi sur place, comprendre, aller voir ce que font les gens à côté d'eux. Enfin, à un moment, faut vraiment... Bien sûr. Tu peux pas t'en passer, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a une KPI, il y a quelque chose que vous mesurez qui te permet quand même de voir que dans la réalité, c'est ce qui se passe en output? Tu peux regarder la consumption de tokens, tu peux regarder tu vois, la productivité, le nombre de lignes de code. Tu vois, il y a des choses que tu peux comparer. Okay. Ça dépend un peu de chacun, mais oui, en effet, tu regardes quand même tous ces trucs-là. Et évidemment, tout ce qui est efficacité par FT, dont on parlait au début. Voilà. Okay. C'est une métrique que j'ai découverte chez Trade Republic, hein, c'est le revenu par employé. Ouais. J'avais jamais été confronté à cette métrique-là de toute ma carrière avant. Ah ouais. Et chez Trade Republic, ils parlaient que de ça. Bah oui, quand tu travailles chez BNP Paribas, bon, oui, c'est pas le même sujet. Donc, c'est même quelque chose que tu peux cacher, je pense. Oui. Et puis je sais pas si c'est très relevant, quoi. Non. Donc c'est une métrique très importante chez nous. Okay. Et en fait, là où tu as renversé le prisme aussi en investissement, c'est que vu que tu vends aussi beaucoup plus du service final, enfin en tout cas un outcome qu'une solution, tu vas en fait pouvoir faire des unités économiques, en tout cas des calculs de marge au niveau de cette production, ce que tu faisais avant, mais maintenant c'est clé. En fait, c'est bon, voilà, je vais produire par exemple une fiche de paie de manière AI native, ok, moi en tant que payroll manager, combien je vais pouvoir en produire par rapport à quelqu'un qui le fait sans IA. Et en fait, du coup, tu fais des ratios de productivité en temps réel, pas en temps réel, mais sur chaque dossier, sur chaque analyse, pour comprendre, mais en fait, quel est le vrai ratio de productivité. Donc, en fait, c'est différent suivant chaque business model. Ça triche pas, quoi. Ça triche pas. Tu peux pas faker ce genre de truc. Il nous reste 2 minutes. On arrive déjà au bout. On aurait pu, je pense, discuter de tous ces sujets pendant au moins 1 heure de plus. C'est dommage. Et alors, je vais finir par un espèce de tour de table des red flags pour finir ce super live. Alors, j'en ai une pour toi, Mathias. La pire décision qu'on puisse prendre en déployant de l'IA dans une organisation, c'est la surprise. C'est de pas mettre un humain à la fin pour vérifier ce qui sort. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, voilà. On est d'accord. Cela dit, c'est très rapide. Donc c'est pas de la magie, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser. Ah oui, surtout, moi dans l'industrie financière en tout cas, tu imagines bien que nous on est extrêmement prudent sur l'output final. Oui. C'est-à-dire on n'a pas le droit littéralement on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Donc et voilà, donc non, moi je dirais déployer trop vite ou alors ne pas le faire du tout. Ça c'est aussi une erreur, l'erreur énorme qu'on voit le plus actuellement dans les boîtes, c'est ne pas être en train de déployer de l'IA partout. Ouais. C'est aussi ça. Il y a les deux extrêmes, je dirais. Soit ne pas s'en occuper ou s'en occuper avec
un optimisme BA qui frise la bêtise, quoi. Ok. Chloé, pour toi, alors le red flag, c'est le signal d'alerte numéro 1 quand une boîte nous pitch son IA, c'est... Je pense que ça va être mon IA ne fait jamais d'erreur. Parce qu'en fait, nous, on est dans un fintech qui c'est que des systèmes à la fin. Enfin, c'est du déterminisme à la fin. Voilà, on va produire on va sortir un chiffre, on va faire un KYC, etc. Mais les LLM, par essence, c'est quand même... c'est probabiliste. Donc, en fait, quelqu'un qui va te dire, mais mon IA ne fera jamais d'erreur. Et de toute façon, elle fonctionne parfaitement et de manière autonome, comme ce que tu disais. Donc, il n'a pas compris comment ça marche. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. C'est comme le livret à 8% avec capital garanti. C'est pas possible. Exactement, c'est pas possible. C'est un scam. Mathieu, c'est toi qui vas finir. Dur. Ce qu'on Dur. ce qu'on trouve systématiquement quand on ouvre le capot d'une boîte qui se croit avancée, c'est... Sur l'IA, alors c'est pas systématiquement la même chose, mais les gens qui font juste un peu de vibe coding et qui disent ouais on est hyper bon sur l'IA, il y a pas de problème, et qui n'ont pas cette réflexion de ok comment on construit un système et comment justement on assure au maximum le déterminisme de notre système, on le voit souvent. Bon. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci pour tous ces insights hyper intéressants. J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce live et que ça a pu répondre à leurs questions. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Salut.